Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Louis Romégas. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions tous les mardis à La Glorieuse depuis 5 ans. Voilà, La Glorieuse, le journal qui s'engage à ne pas s'engager. Hein? Est-ce que c'est bien comme slogan? Oh, moi je préfère qu'on s'engage, Ah, bon. mais de façon claire, transparente. Voilà, vous êtes un ancien député. Depuis 2005, vous n'avez plus de mandat. Depuis 2015, vous n'avez plus de mandat. 2017. 2017. Voilà, aucune fonction d'élu. Vous êtes redevenu militant de base. Voilà. Porte-parole du groupe ELV Montpellier. Vous travaillez à Epidor, Institut pour le cancer. Vous concevez des programmes de formation qui sont diffusés dans la région. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est le département prévention de l'Institut du cancer, de la prévention primaire. C'est-à-dire, on essaye d'éviter les maladies. Donc, on fait des programmes de prévention sur l'alimentation, le soleil, le tabac, l'alcool, bien sûr, des choses comme ça. Et moi, je suis détaché par l'éducation nationale, notamment pour concevoir des programmes à destination des scolaires. Vous étiez élu à l'époque de Fraîche, vous avez beaucoup travaillé sur le zoo et d'autres dossiers, on y reviendra. La dernière fois que vous étiez venu, il y a quelques années, vous étiez parti pour le Congo, alors que vous étiez député pour préserver les gorilles. Ça en est où ce dossier? C'est un dossier qui a avancé. En fait, l'idée de base, alors c'est pas moi du tout qui suis moteur, mais je suis membre d'une association qui est menée par deux femmes, deux amies de Montpellier, et qui en fait ont compris qu'il fallait pas faire simplement des sanctuaires où on préserve des animaux, comme fait Jeanne Goudel par exemple, mais qu'il faut préserver les animaux en cohabitation avec les hommes. Et donc, ce qu'il fallait, c'était arrêter la chasse de brousse, où pour gagner 30 € de viande au marché, les gens qui n'ont pas d'argent, tuer des gorilles, des singes en voie de disparition. Et l'idée du programme, c'était de leur expliquer qu'avec du tourisme durable, ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent tout en préservant leur patrimoine. Et ça marche bien. Ça marche bien. Vous suivez le dossier? Oui, de loin en loin, je ne suis pas retourné depuis, mais on suit le dossier. Ouais. Bon, la une du numéro 1004 de La Glorieuse, grand patron, produit déménagement. Nous revenons aussi sur le stade Bougnols FDI Stadium, de la fosse face à un équipement indésirable. Vous avez suivi le dossier? Pas beaucoup. Le dossier de naming ou la... Non, le dossier de l'agrandissement du FDI Stadium. Honnêtement, non, je connais pas. Ils vont construire, ils vont récupérer le stade en dessous pour construire un immense palais des sports. Mais apparemment, ça a du mal à décoller le projet. Faute de financement un peu compliqué. Il va y avoir une décision qui va être donnée ces jours-ci en conseil d'agglo ou en conseil de métropole. Ensuite, donc congrès politique, démocratie interne, truisme ou approximation. Voilà, on revient sur tous les congrès politiques qui vont avoir lieu ces jours-ci. Tous les partis sont en congrès politique, même ELV. C'est compliqué en ce moment, le ELV. Pas spécialement. National, si. Ah, non, c'est toujours compliqué. Non, mais il n'y a pas... Le congrès se présente plutôt bien. Oui, d'accord. On peut en parler, d'ailleurs. On en parlera. Et on revient sur, après la rue Saint-Louis, le boulevard d'Orient, la nouvelle croisade de la mairie. Voilà. D'accord. Jean-Louis Romégas, on va commencer par ce qui fâche. La question qui fâche. Ah, c'est quoi? Vous êtes à l'origine de l'usine de méthanisation, qui a été un énorme gâchis financier, et de la serre amazonienne dont Delafosse a déclaré dernièrement, ça ne fonctionne pas. Est-ce pas trop d'échecs pour un seul homme? Alors, arrêtons-nous un peu sur ces dossiers. D'abord, l'usine de méthanisation. Je vous fais remarquer que l'ancien opposant, François Vasquez, qui à l'époque disait qu'il fallait détruire cette usine, est aux commandes. Aujourd'hui, il est vice-président de la métropole en charge de ce dossier. J'ai pas entendu. Il vous a rejoint. Vous avez fait comment pour le faire revenir? Moi, il m'a pas rejoint. J'y étais pas à ce moment-là, mais il a rejoint l'équipe de Manu Reynaud. C'est différent.
Mais il dit pas qu'il faut la détruire. Donc, en fait, ce qui s'est passé... Bah, avec tout l'argent qui a été mis, il manquerait plus qu'il faille la détruire. Oui, mais alors, c'était pas la peine de le dire à l'époque. Non, simplement, ce que je dis... Bah, à l'époque, elle marchait pas. Elle n'a pas marché pendant 15 ans. Là. Non, mais la réalité, dès cette époque, moi je l'avais dénoncé, il y a eu un dévoiement de ce projet. Ce que nous avions conçu, nous, c'était une usine de méthanisation pour traiter les biodéchets. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des différents digesteurs, dont un consacré aux biodéchets. Et en attendant que le tri se mette en place, on accueillait des déchets en mélange. Et le dévoiement, ça a été qu'ils ont décidé de ne recevoir que des déchets en mélange, qu'ils ont même investi dans les fameux BRS, vous savez, les bioréacteurs qui permettent de faire un tri grossier sur les déchets mélangés. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné, parce que c'est exactement comme une digestion. Si vous mangez les meilleurs mets du monde avec des clous et des bouts de verre, vous n'allez pas les digérer. C'est ça qui s'est passé. Donc, moi, j'ai toujours dit, il faut consacrer cette usine de méthanisation qui est un bon procédé, et on voulait ça à la place de l'incinération, rappelez-vous. Ça coûtait une blinde aux contribuables. C'était un bon procédé à condition de faire ce que nous on disait, mettre en place le tri sélectif et de n'y envoyer que du déchet organique. D'accord. Et là, vous faites du bon compost, vous faites du méthane que vous utilisez pour faire de l'énergie, pour faire de l'électricité. C'est un projet parfaitement écologique. Et la serre amazonienne alors? La serre amazonienne, je suis à l'origine de ce projet, contrairement à ce que vous avez écrit dans La Glorieuse de la semaine dernière d'ailleurs. J'ai défendu ce projet. À l'époque, on a beaucoup... On a toujours dit que c'était vous qui étiez à l'origine de ce projet. Ben non, j'avais écrit là qu'on le devait à Georges Frêche. Frêche était maire à l'époque. Oui, oui, oui. Mais moi, je l'avais défendu. Pourquoi? Parce qu'on était dans un programme de développement du parc zoologique que j'ai soutenu, qu'on a réorienté vers l'élevage d'espèces en voie de disparition et la réintroduction d'espèces menacées. Et la serre amazonienne était conçue comme un temple de la biodiversité, un moyen d'éducation qui relayait des programmes. Ça n'a jamais marché. Non, c'est pas vrai. C'est que de la Fosse, il dit ça fonctionne pas. Non, il y a un défaut. Faut l'arrêter. Il y a eu un défaut d'entretien et de maintenance. Parce que je vous rappelle que moi j'ai quitté ce mandat en 2008, donc il y a 14 ans, et que les mandats suivants, il n'y a pas eu les investissements nécessaires. C'est une erreur. Si aujourd'hui certains dénoncent l'état du parc zoologique, c'est qu'on l'a laissé se dégrader, et je dénonce ça, parce que ce parc zoologique, c'est une des fiertés des Montpelliérains. Enfin, tous les parents qui ont des enfants savent le bonheur que c'est d'avoir un parc zoologique gratuit. Vous savez que c'est très cher quand vous allez dans des parcs comme Thoiry, et d'avoir ça à Montpellier, c'est un plus. Donc le laisser se dégrader, je ne comprends pas. On avait investi dans le fonctionnement, dans les équipements. C'était un très beau parc zoologique. Si aujourd'hui il est dégradé, c'est qu'on l'a laissé se dégrader. Bon, revenons à l'actu, là. Le plan de circulation. Donc, on a fermé la rue Saint-Louis. Donc, on condamne l'accès à Gambetta. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Non, là, honnêtement, sur le plan de circulation, il y a d'autres dossiers depuis qui sont venus, mais ça a commencé effectivement par le bouclage total, la thrombose organisée dans ce secteur des Arceaux, Saint-Louis, Gambetta. Tout à coup, des milliers de gens se sont retrouvés bloqués. Pourquoi? On ne sait pas. Même dans des réunions publiques, le maire a dit mais c'est parce que on n'a pas fait attention, c'est vrai, il y a eu des erreurs, on va corriger. Ils n'ont rien corrigé. Ils ont lancé tous les travaux en même temps. Voilà. Alors, avec des objectifs louables, bien sûr, là, il faut revoir le plan de circulation. Ça, je suis totalement d'accord. Chasser le trafic de transit, par exemple, de la ville. Des voitures qui ne font que traverser la ville, ça n'a aucun intérêt. On ne garde pas ça au milieu des habitations. Inciter les gens à prendre les alternatives, que ce soit le tram, le bus, quand il y en a, ou le vélo, c'est très bien. Et ça, il faut aller vers ça. Mais là, c'est pas ça qu'on a fait. On a commencé par tout bloquer et on a dit aux gens, débrouillez-vous. Les gens sont furieux et ils ont raison. Et le dernier rebondissement, c'est évidemment ce qui se passe maintenant sur les 4 boulevards, c'est-à-dire boulevard d'Orient, boulevard Berthelot, boulevard Rabelais. Que pensez-vous des arguments écolos de Julie Frêche? Ben, les arguments écolos, c'est juste des objectifs, dire on va réduire la circulation, on est d'accord. Il y a 3 fois plus de circulation sur la méthode, je ne comprends pas. Sur la méthode, je ne comprends pas. Par exemple, sur les 4 boulevards, je ne comprends pas qu'on envoie la circulation vers des rocades extérieures. Tout le monde est d'accord. Mais qu'on ramène de la circulation sur des boulevards qui sont très urbains. Enfin, c'est des boulevards qui sont à la périphérie du centre. C'est ce qu'on appelle les faubourgs. Et là, dans des endroits qui sont très étroits,
on renvoie de la circulation, il y a une thrombose permanente qui fait de la pollution de l'air, qui est mauvais pour la santé et dont on ne voit pas la solution. Et à côté de ça, on voit des décisions arbitraires et incompréhensibles, comme la fermeture d'Albert Dubout, qui est une voie rapide avec des rambardes de sécurité. Alors celle-là est fermée à la circulation et on envoie les voitures là où il y a des habitants, où il y a une crèche. Enfin, c'est absolument incompréhensible. Et d'ailleurs, je pense que les arguments donnés nuisent à l'écologie. On dit que c'est au nom de l'écologie, mais on est en train de faire du tort à l'écologie. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans les villes écolo, que ce soit Grenoble, que ce soit Strasbourg, que ce soit Bordeaux, Lyon actuellement, il y a des plans beaucoup plus ambitieux et je vous assure qu'il n'y a absolument pas cette foire, cette thrombose qu'on voit à Montpellier où le plan de circulation est absolument catastrophique. Pourquoi ce mépris des Montpelliérains? Je pense qu'il y a un défaut de méthode. Réellement, je pense qu'il n'y a pas d'étude d'impact, par exemple. Normalement, quand vous changez le plan de circulation à cette échelle-là, vous faites une étude d'impact. Vous dites, si je ferme là, où va se reporter la circulation? Ça s'étudie, ça. Là, on n'a pas d'études d'impact qui ont été produites. On ne sait pas qui conseille les élus. On a l'impression de décisions politiques. Par exemple, la fermeture d'Albert Dubout, elle est incompréhensible, même techniquement. Tout le monde râle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout ce que moi je demande, je dis, chasser le transit de la ville, oui. Développer les alternatives, oui. Mais produisons une étude d'impact, dialoguons avec les habitants aussi, parce qu'il faut de la concertation quand vous faites des changements aussi importants, et agissons pas à pas. Il faut un système en tâche d'huile où petit à petit vous repoussez, mais pas d'un coup organiser la thrombose comme ça, à moins que ça soit une méthode qui consiste à dire les gens vont être tellement emmerdés, excusez-moi du mot, qu'ils vont laisser la voiture. Mais ça marche uniquement quand il y a des solutions. Quand il n'y a pas de solution, ça ne marche pas. Vous auriez fait comment, vous? Comme je vous dis, une étude d'impact, de la concertation généralisée, et pas à pas, on repousse petit à petit la circulation de façon concentrique, ou plutôt centrifuge, pour aller vers l'extérieur. Et surtout, on met en place les solutions. Ça ne sert à rien de fermer la circulation si vous ne donnez pas des solutions aux gens. Et les solutions, c'est quoi? C'est pas que le vélo, c'est le bus, c'est le tram. Et là, on peut y revenir si vous voulez, mais tout ce qui est fait est bourré de contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'on va chasser les voitures, de l'autre côté, on construit, on bétonne, on densifie, on va revenir. Et on attire de la circulation supplémentaire. Il y a un autre dossier là qui émeut beaucoup les Montpelliérains, c'est les arbres sur la Comédie. Voilà, on va dépenser 50 millions d'euros pour planter 8 arbres. On va faire des fondations qui vont aller jusqu'au 3e étage. On va supprimer un tiers du parking de la Comédie, alors qu'il y a besoin de place pour venir dans le centre-ville. Bon, il y a eu la fermeture aussi du tunnel de la Comédie, personne n'a compris pourquoi. Vous y voyez une logique dans tout ça? Alors, le tunnel de la Comédie, ça peut se comprendre si l'objectif est d'éviter que les gens l'utilisent pour traverser et utilisent finalement le centre-ville comme zone de transit. Mais ça ne suffit pas en soi. Ce qu'il faut, c'est un plan de circulation d'ensemble cohérent. Et on en parlait tout à l'heure. Pour l'instant, ça, on ne le voit pas. Les arbres sur la Comédie, ça, c'est un dossier que je juge scandaleux. On reçoit tous en ce moment nos taxes foncières dans les boîtes aux lettres. La note est salée, c'est difficile. On demande aux gens de se serrer la ceinture. On sait qu'on est dans une période de sobriété. Et on nous dit qu'on va gaspiller des millions d'euros. Pourquoi? Juste pour satisfaire la lubie du maire qui avait dit pendant la campagne électorale « Je vais planter des arbres sur la Comédie ». Tout le monde s'était moqué en disant « Mais en guise d'écologie, on fait mieux quand même, il y a 4 étages dessous ». Et donc, comme vous vous rappelez, il avait d'abord mis des pots avec 260 000 euros, avec de malheureux Troen du Japon qui ne faisaient pas beaucoup d'ombre. Donc, il s'entête. Et là, on a une facture qui est inacceptable. Parce que, alors, ils disent que 40 millions, c'est avec les dalles, la fontaine, c'est pas seulement les arbres. Bon, la Gazette, j'ai vu, a mis que c'était 12 millions les arbres. Mais 12 millions, ça fait 1,5 million l'arbre. Moi, j'aurais préféré qu'on utilise cet argent d'abord avec un peu de respect pour les deniers publics et par exemple pour les cours d'école. On en a plus de 100 à faire. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont programmés, qu'il faut végétaliser. On a des enfants qui grillent au soleil.
enfin, qu'on fasse des choses logiques, intelligentes. Ça, c'est un manque de respect, je trouve, du contribuable montpelliérain et enfin, et une caricature d'écologie. Voilà, vos amis ELV sont quand même à la mairie. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de frénésie de bétonnage dans cette ville. Rien ne change. De Fraîche à Delafosse, on construit, on bétonne et les écologistes municipaux sont inaudibles. Bon, d'abord, moi, je ne les mettrai pas tous dans le même sac. Vous savez que... Et vous sortez qui du sac? Non, je ne sais pas qui je sors, mais je sais qui je mets, ça, je peux vous le dire. L'interview qu'a donné, par exemple, le président du groupe, Manu Reynaud, dans la Gazette de Montpellier, où il prenait à son compte toutes les erreurs sur la circulation, etc., sur les zones à faible émission du maire, où il disait que le maire est écolo, qu'en presque on n'a pas besoin de LV. Enfin, à l'écouter, je peux vous dire que ça a fait beaucoup de bruit. Il y a une levée de bouclier, y compris chez ses amis dans le groupe d'élus, puisque vous-même vous avez écrit qu'il y a eu une tentative de changement de présidence à la tête de ce groupe d'élus. Ça en est où, en fait, là? Je sais pas, je n'ai pas d'informations. Il paraît que c'était vendredi. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a suscité évidemment beaucoup d'émoi dans le parti et parmi les élus, une telle allégeance à Michael Delafosse. Moi, je conçois qu'on passe des alliances pour faire avancer des dossiers, mais on se livre pas comme ça, pied-point. On est dans du suicide en direct, quasiment. Alors, il y a Aude-à-la-Mer, là, il y a des projets d'immeubles de 17 étages. On part sur des folies, la construction de 7-8 folies en plus. Voilà, on installe une école de commerce entre deux autoroutes. Est-ce que tout ça, c'est écologique? Non. En matière d'urbanisme, c'est pas compliqué. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec Aude-à-la-Mer ou Cambacérès, toutes ces extensions urbaines, c'est la même chose qu'avait prévu Georges Frêche, qu'a continué Hélène Mandroux, puis Philippe Sorel et aujourd'hui Michael Delafosse. C'est-à-dire que le projet de ville en termes d'urbanisme n'a absolument pas changé. C'est toujours la croissance vers la mer. Ça sert à quoi les écologistes alors? Non mais là, voilà, ils sont minoritaires, ils n'ont pas assez de poids. Ils agissent à la marge pour ajouter des espaces verts, mais dans la vision de la ville, il n'y a pas de... C'est pour ça que moi, je ne peux pas entendre dire que Michael Delafosse est un maire écolo. C'est un maire socialiste qui continue ce que faisaient ses prédécesseurs socialistes. Et ça n'a rien d'écologique, pour deux raisons. La marche vers la mer. Manu Reynaud, il est bien écologiste, lui. On se pose la question. Il est plus, apparemment, si on en croit ses propres propos, il est plus delafossien qu'écolo. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe par exemple vers Aude-à-la-Mer. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. On fêtait les 50 ans du sommet de la Terre la semaine dernière, et il y a des spécialistes de la montée des eaux, du changement climatique, qui sont venus nous dire que toute cette zone, dans 30 ans, sera inondable. La mer monte, elle va monter de 50 cm d'ici 2050, d'un 1 mètre d'ici la fin du siècle, dans les plus basses prévisions, ce qui veut dire que la zone d'inondabilité remonte en même temps que la mer. Donc cette marche vers la mer qu'avait imaginé Fraîche avec Dugrand, aujourd'hui ça n'a plus de sens. C'est la première idée. Et on voit qu'on va y construire dans des zones inondables comme ça. Je rappelle quand même qu'il a fallu endiguer le Lèze, qu'il a fallu créer la transparence Lèze-Riviron. On continue à bâtir des immeubles de 17 étages. Ça n'a aucun sens. La deuxième raison qui montre que ça n'est pas une vision écologiste de l'urbanisme de la métropole, c'est qu'on continue à concentrer au centre de la métropole les logements, les services, le travail, l'économie. Et donc, on aggrave ce phénomène qui est bien connu à Montpellier, une centaine de milliers de voitures qui rentrent le matin et qui ressortent le soir, ce mouvement de la périphérie vers le centre, si bien que tout ce qu'on est en train de faire en matière d'alternative à la voiture, en transport, est dévoré par l'augmentation des déplacements dus à cet accroissement de l'urbanisme. Donc, c'est complètement incohérent. Bon. Une vision écologique, juste une phrase, ça serait de faire plutôt que ça,
de l'aménagement du territoire, arrêter de densifier le centre, de créer des pôles pour Ah ouais, éviter les déplacements de... Vous êtes toujours membre de ELV? Bien sûr, puisque je suis porte-parole du Voilà. groupe local. Expliquez-nous la salade pour les non-initiés que je suis. Vous avez été battu à la primaire verte par Clotilde Ollier. Vous êtes toujours membre de ELV alors qu'elle ne l'est plus. Comment est-ce possible? Ah, ça, écoutez, c'est une longue histoire. Je l'avais expliqué à son époque. À l'époque, j'avais expliqué déjà ce dont on vient de parler maintenant, c'est-à-dire que on avait une équipe à ELV avec Manu Reynaud qui roulait pour Michael Delafosse et qui ont viré Clotilde Ollier d'ailleurs parce que elle voulait pas faire d'accord dès le premier tour. C'est elle-même qui l'a raconté. J'invente rien, si vous voulez. Donc Clotilde Ollier a été débarquée. Là, bon, il s'en est un suivi des procès, des tas d'histoires. Moi, j'ai décidé, parce que c'est mon parti depuis 30 ans, de rester dans ce parti. Il se trouve qu'il y a eu un changement de majorité, que les militants ont bien vu ce qui se passait, et qu'aujourd'hui, nous avons une majorité au sein du conseil d'administration du groupe de Montpellier. Il y a plusieurs motions, il y a un débat qui s'est créé. Les gens ont envie d'un parti qui soit autonome, qui a une liberté de ton, qui est capable de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Si vous voulez, alors, un autre exemple. Un parti de lutte. On est dans un moment où il faut que l'écologie se batte. Si Monsieur Rouméga, c'est un autre exemple qui pour nous est un peu incompréhensible. Votre soutien, Zina Bourguet, est toujours membre de LV alors qu'elle a choisi le PS au Non, non, pas du tout. Zina Bourguet s'est mise en congé de LV. Non, non. Ah, elle est en congé de LV. Oui. Et au groupe ELV là, de la ville, la Manu Reynaud est toujours président? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas? Non, non. Ils nous tiennent pas au courant. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre ELV, dont vous occupez, et ELV municipal? Écoutez, encore une fois, dans le groupe des élus, il y a différentes personnalités. J'ai cru comprendre que beaucoup n'étaient pas contents de la ligne que leur avait fait prendre leur président de groupe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein du parti aujourd'hui, il y a une volonté d'avoir une autonomie, une liberté de parole pour continuer à se battre sur les dossiers, et ne pas entériner de la pseudo-écologie. Quand c'est bien, on le dit, ça va dans le bon sens. Si ça va pas, on est là pour pousser, pour se battre. C'est un parti de militants, si vous voulez. Aujourd'hui, le ELV Montpellier, c'est plus proche de Jadot, plus proche de Bayou, plus proche de Rousseau? La majorité, vous voulez dire? Oui. Il y a à peu près toutes ces sensibilités qui sont représentées dans le groupe de Montpellier. En ce qui me concerne, c'est plutôt proche de Bayou. D'accord. Et bon, on va voir le congrès qui aura lieu au mois de décembre. Quelle est la majorité qui sort au niveau national? Mais je pense que c'est cette ligne-là qui va... Où sont passés les grands débats de fond dans l'écologie? Ah ben on en a, ça je peux vous dire. La semaine prochaine, par exemple, on a un grand débat de fond avec, sur le plan de circulation à Montpellier, avec notamment le porte-parole du collectif des 4 boulevards, Marc Le Tourneur, qui vient. Et on veut travailler sur un plan de circulation alternatif, parce qu'on se rend bien compte que ça va. Donc on est un parti qui essaye de faire son travail de réflexion sur des dossiers locaux et bien sûr sur des dossiers globaux aussi. Hein. Le maire a fait couper des micocouliers là dans le parc Piracaïm. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, je ne vois pas juste le détail. Mais... pour son confort personnel, ça fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Alors je ne connais pas ce point particulier, mais tout ce que je sais, c'est qu'on abat des arbres, par exemple à la Pompignane ou dans d'autres secteurs, pour construire. Et d'un autre côté, on dépense des millions d'euros pour mettre 8 arbres malheureux sur la place de la Comédie. Où est la logique? Où est l'écologie là-dedans? Enfin, pour moi, c'est de la poudre aux yeux, c'est même prendre les électeurs pour des imbéciles. Et Jacqueline Markovic, là, qui était suppléante de Fatima Bellarech, dissidente PS à la NUPES, est-elle encore membre de LV? Non, non. Elle a été exclue. Donc, il y a des clans pour le congrès national ELV au niveau de Montpellier? Il n'y a pas des clans, il y a des courants au niveau national. C'est très mouvant, ça varie beaucoup. Il y a une volonté d'ailleurs de faire évoluer les statuts pour
limiter le poids des courants, parce que c'est vrai que ça, si vous voulez, ça crée une vie interne qui est trop énergivore. Mais bon, cette réforme des statuts, elle viendra après le Congrès. On a essayé de la faire passer avant, mais il faut une majorité très très large pour y arriver. Donc on va y travailler. La volonté, c'est justement de tourner le parti vers l'extérieur, vers les débats de fond dont vous parlez. Aujourd'hui, par exemple, la société est en pleine discussion sur des thématiques qui sont les nôtres. On parle de sobriété énergétique, bien sûr, parce qu'il y a le changement climatique, mais aussi parce qu'il y a la guerre et qu'il y a des événements géopolitiques qui poussent à ces changements. Mais c'est l'occasion pour nous de faire valoir des idées qu'on défend depuis des décennies, en fait. Et Sandrine Rousseau est un peu à la pointe aujourd'hui de l'élever au niveau médiatique. Non, pas du tout. Elle est très présente dans les médias. Elle en fait pas un peu trop parfois? Elle en fait beaucoup trop. Personnellement, j'apprécie pas du tout cette espèce d'exploitation, de dévoiement même du féminisme. Parce que dans l'affaire Bayou, je considère qu'il y a un dérapage. On lynche pas publiquement quelqu'un sans éléments, sans preuves, sans plainte, sans rien, sans qu'il puisse se défendre. Bon, d'ailleurs, vous avez vu la réaction. Je pense que c'est un sujet très important. C'est d'autant plus dommage que l'épisode MeToo, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'il faut que la mentalité de beaucoup d'hommes change. Pendant longtemps, on prenait un peu trop à la rigolade ces sujets-là. Et donc ça, c'est bien. Certains hommes, c'était à la marge quand même. Bah, non, je pense qu'il y a des milieux où dans le spectacle, vous l'avez vu dans le cinéma, à la télé, chez les journalistes, évidemment pas à la glorieuse, je pense pas, mais chez les puissants. Les puissants, oui, on voit bien cette espèce de mentalité. Chez les politiques aussi. Chez les politiques, bien surtout sûr. Chez les politiques. Je ne sais pas si c'est surtout. J'ai l'impression que les médias à un haut niveau, le sentiment de pouvoir est encore pire que parfois chez les politiques. Mais enfin, ça existe bien sûr chez les politiques, il y a eu beaucoup d'affaires. Donc ça c'est bien, mais le dévoyer en allant trop loin et en ne respectant pas les principes élémentaires du droit, on ne met pas sur la place publique de l'intime sans preuve, sans rien, on ne lynche pas, on instruit des affaires et c'est la justice qui doit les traiter. Voilà. Sinon, on tombe dans un système qui à la fin fera du tort à la cause, je pense. À vous entendre votre discours là, que vous avez depuis le début de l'entraîne, est-ce qu'on peut se poser une question? Je peux vous poser une question. Laquelle? ELV est-il avec ou contre le PS au niveau local? Il y a un accord, il y a eu un accord municipal. Parce que vous êtes contre un peu ce qui se passe, vous, globalement. Non, je dis ce qui ne va pas. Et vous savez, quand moi j'ai été dans des majorités avec des socialistes, je n'ai jamais gardé ma langue dans ma poche. Quand ça allait pas, je ne le disais pas. D'ailleurs, il y avait souvent du débat plus entre écologistes et socialistes qu'avec l'opposition de droite. Là, il y a encore un débat aujourd'hui. C'est ça qui est dommage. Moi, je crois que quand on est écologiste, on peut passer des accords pour faire avancer des dossiers. On met noir sur blanc les dossiers qui vont avancer, mais par contre, on continue à garder sa liberté de ton. C'est absolument indispensable. Quel serait le bon profil d'un candidat écologiste à Montpellier? La question se posera dans 4 ans. Non, mais voilà. Quelqu'un d'autonome, de liberté de ton, est capable en même temps d'entendre les contraintes des Montpelliérains, et d'entendre les contraintes sociales, par exemple. Faire de l'écologie au mépris des besoins des gens, tout simplement. Je pense au quartier populaire. Quand on met en place une ZFE, est-ce qu'on se soucie des gens qui n'auront pas les moyens d'acheter une Tesla ou une voiture aux normes actuelles? Il faut trouver des solutions pour ces gens. Il y a des villes qui ont mis en place des aides. Bon, est-ce qu'on pense aux gens qui n'ont pas de moyens de transport parce que, tout simplement, on a préféré faire la gratuité plutôt qu'investir dans des lignes supplémentaires, des cadences supplémentaires? Moi, je suis allé à Grenoble au mois d'août. À Grenoble, partout où vous êtes dans la ville, vous avez un tram qui passe dans les 10-15 minutes, il y a un quadrillage parfait, et vous n'attendez pas. Et là, c'est une vraie alternative. La voiture a été chassée de la ville beaucoup plus qu'à Montpellier, sans qu'il y ait du tout cette thrombose généralisée qu'on voit ici. Donc, c'est possible de faire de l'écologie en écoutant les gens et en avançant. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on dégoûte les gens de l'écologie. Vous étiez critique envers Sorel, envers Delafosse. C'est au même niveau ou c'était
Il n'y a pas, ça dépend des dossiers. Bon, sur le tramway, Sorel a eu un grand tort. Non, mais sur le consentement des gens, par exemple, c'est quand même assez important, ça. Bon, sur le consentement des gens, Là, aujourd'hui, il n'y a que du passage en force. j'ai pas l'impression que Sorel avait une écoute extraordinaire non plus. D'ailleurs, ça a été ce qui lui a nui. Oui. Je pense qu'il est Enfin, passé. il avait des écoutes, mais il ne passait pas en force sur des dossiers. Oui, mais enfin, il y a eu de très grandes maladresses quand il s'est opposé au maire. Il a envoyé à tous les Oui. électeurs Ça, des communes voisines. Ça, c'est pas envers la population. Là, Non, mais c'est d'énormes maladresses, une incapacité justement à dialoguer qui lui a coûté cher sur la méthode. Sur le fond, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a des dossiers qui étaient quand même paralysés, comme le tramway. Et ça, c'était une grave erreur, je pense. Alors, il y a un autre dossier là qui va agiter un peu la région là, dans quelques semaines. C'est Caron là qui va monter à l'Assemblée pour supprimer la corrida. Vous en dites quoi, vous? Aymeric Caron qui propose un amendement. Ouais, il va proposer un dossier. C'est plus que ça. En novembre. C'est plus que ça, parce que alors, Carole Delgas a déjà dit qu'elle ne suivait pas, qu'elle était pour la corrida, pour la continuation de la corrida. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Alors, d'abord, il faut dire que la position de Caron va beaucoup plus loin. C'est-à-dire tout ce qui est de la culture taurine, c'est-à-dire y compris la bouvine, c'est-à-dire la course camarguaise, etc., où on ne met pas à mort les animaux, où ils ne sont pas maltraités, même ça, son amendement l'interdirait, ce qui est de la folie. Ça, moi, je pense qu'on peut comprendre, et la position de LV, c'est que la corrida, effectivement, ça pose problème. Bon, moi, j'ai du mal à interdire quoi que ce soit, mais c'est la position du parti de sortir de la corrida. Mais par contre, mettre dans le même sac la culture camarguaise et la corrida, ça n'a aucun sens. C'est des animaux, vous le voyez bien, c'est le paysage de Camargue, c'est des manades, c'est des animaux qui vivent quasiment sauvages, plus qu'en liberté, quasiment sauvages, qui ne sont pas maltraités. Donc si ça, c'est intolérable pour des défenseurs des animaux, moi, ce n'est pas ma conception. Je pense qu'en matière de défense animale, la priorité pour moi, c'est l'élevage intensif, où l'animal est ramené à un objet, une marchandise. Ça, c'est l'horreur absolue. C'est un univers concentrationnaire. Mais à s'attaquer à des traditions comme la bouvine, par exemple, je suis absolument pas d'accord. La corrida, c'est autre chose, évidemment. Là, je peux comprendre la sensibilité des gens. Mais sur l'amendement Caron, il va beaucoup trop loin. Il va beaucoup trop loin. Très bien, je vous remercie. Belle journée à vous. Merci.